Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le 27 mai. Je voulais vous apporter quelques précisions sur certains points qui, à mon avis, sont quand même assez importants. Maintenant, la pandémie est terminée. On peut le dire haut et fort, mais le gouvernement n'ose pas prononcer un tel point. Et on devrait pouvoir retrouver l'ensemble de nos libertés, mais elles auront été amputées par des restrictions, par des interdictions, qui sont à chaque fois de plus en plus contraignantes et qui abusent de notre liberté fondamentale. Par exemple, les parcs à Paris sont fermés alors que les bois sont ouverts, bois de Boulogne, bois de Vincennes. Bon, complètement idiot. Un autre point sur le projet de relance de l'industrie automobile du petit Macron. Faire des voitures électriques. Bravo, très bonne idée. Il n'est pas le premier à y avoir pensé. Mais pour une voiture électrique, il faut une batterie. Bon. Or, aujourd'hui, le seul pays capable de fabriquer des batteries, c'est la Chine. Alors, tout le reste, ce n'est qu'un peu de quincaillerie, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans une voiture électrique, il n'y a pas de moteur compliqué. Tout cela va créer de l'emploi en Chine, mais pas en France. Il aurait fallu se lancer à fond alors que les industriels ont commencé, ont essayé, mais à chaque fois on leur met des bâtons dans les roues, de lancer la voiture à hydrogène, qui elle ne pollue pas, puisque l'hydrogène ne rejette que de l'eau. Ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, parce qu'il y a du platine dans le moteur, mais bon, ça en valait le sacrifice. Non, la voiture à hydrogène, on n'en parle pas, c'est que la voiture électrique pour relancer Renault, la fameuse Zoé, qui a une autonomie de 200 km maximum, surtout si on fait de l'autoroute. Alors imaginons que 50% des Français, des Parisiens par exemple, je prends toujours l'exemple des Parisiens, partent en vacances. Ils vont descendre l'autoroute et au bout de 200 km, la batterie étant à plat, ils vont s'arrêter pour la recharger. 4 heures pour la recharger. Bon. Supposons qu'il y ait autant de voitures comme c'est les départs du 15 août par exemple, on va retrouver facilement une centaine de voitures qui auront besoin d'une charge. Et on ne trouvera jamais sans prise. Une aberration. On repart toujours dans des projets stupides, irréalisables, et qui ne voient pas la réalité et le bon sens d'en face. C'est tout cela qui manque à nos politiques. Ils n'ont aucun sens de la réalité et de la vie quotidienne, car pour eux, ils sont dans un espèce de nuage, un paradis où il n'y a aucune difficulté, où il ne manque absolument de rien. Mais les problèmes que les Français rencontrent, que le pays rencontre, pour eux, ça ne compte pas. Autre point, la récession. Eh bien, la récession, on commence à en parler sur nos médias, en nous disant que ça va être un petit 8% sur un trimestre. Non, on se fout de nous. Il faut savoir que les chiffres qu'on nous balance sont des chiffres mensongers. La récession, après près de 3 mois d'inactivité dans un pays, va être énorme. Et on peut estimer qu'elle se chiffrera aux alentours de 50%. D'autant que, je dis bien d'autant que, le chômage va être colossal. Notez bien ceci, chômage colossal. Et on ouvre grand nos frontières aux immigrés qui sont une chance pour la France, alors qu'il n'y a plus de travail pour ceux qui sont là. Et ceux qui avaient un travail l'ont perdu. Ils n'ont plus rien. Comment vont-ils faire? Moi, je leur conseille de partir en Afrique du Nord ou en Afrique centrale, et puis de venir avec un bateau gonflable, dire qu'ils sont réfugiés politiques. Et là, ils auront droit à un logement, tout un tas de choses. Près de chez moi, il y a une caserne de gendarmerie qui a été désaffectée, où on loge des demandeurs d'asile. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont 450.
450. Logés, nourris, chauffés, en hiver bien sûr, éclairés, et on leur donne une carte de crédit où ils ont minimum 200 € par mois à ne rien faire. La vie est belle. Et nous, nos retraités, on ne leur donne pas grand-chose. Ils n'ont même pas de quoi manger. C'est une honte. J'ai honte de mon pays. J'ai honte. J'ai honte d'être français. Un autre point pour terminer, c'est le brave professeur Raoult qui a essayé, avec les moyens dont il disposait, c'est-à-dire quand même des moyens importants, de juguler et de traiter les malades du Covid-19. Eh bien, ça y est, maintenant, aujourd'hui, la décision est tombée. Il est interdit de soigner un patient avec ce médicament, au motif qu'il est dangereux, qu'il présente de graves effets secondaires, notamment au niveau cardiaque. Ce que l'on oublie de dire, c'est que le professeur Raoult a toujours exprimé que ce médicament ne devait être utilisé qu'en début de maladie et non pas au milieu, et surtout pas quand les poumons sont touchés, ça ne servait plus à rien, donc en tout début, et qu'il y avait des doses à respecter, que lui surveillait ses patients en faisant des électrocardiogrammes, et que le risque cardiaque, comme tout autre médicament, le surdosage est dangereux. Même si vous prenez du Doliprane ou de l'aspirine, eh bien, si vous en prenez trop, vous pouvez avoir de gros problèmes. Par exemple, le Doliprane, pour terminer, il faut en prendre 3 grammes par jour maximum. Au-dessus, c'est ulcère de l'estomac, problèmes intestinaux et même problèmes cardiaques aussi. Donc vous voyez, quoi que l'on fasse, un médicament c'est fait pour soigner, mais en même temps ça contient des substances qui sont en quelque sorte des poisons. Bon. Donc le poison à petite dose guérit, comme l'arsenic. L'arsenic sert à guérir certaines maladies, mais à grande dose ou dose plus importante, l'arsenic tue. Et bien la chloroquine c'est pareil. Mais comment un gouvernement peut-il être aussi complice d'organismes composés de prétentieux, d'incompétents, de personnes qui ne sont pas des sachants, qui sont des gens qui veulent se faire valoir, qui ont des intérêts dans les laboratoires, parce que les laboratoires, ça gagne des milliards qui sont versés aux actionnaires. Comment ces gens-là, qui ont des intérêts doubles, peuvent-ils combattre quelque chose qui aurait pu sauver des vies? Si dès le début, on avait fait comme à Marseille, eh bien, il n'y aurait pas eu beaucoup de morts, tout au moins en France. Bon. J'envoie, malgré tout, un grand salut au professeur Raoult, qui est un homme courageux, et qui a été financé, ne l'oublions pas, pour son laboratoire l'IRSEM à Marseille, par Sarkozy lui-même, qui a reconnu qu'il avait de très très grandes compétences et qu'il méritait qu'on lui alloue une allocation qui était assez importante pour construire cet institut de recherche. Si le professeur Raoult était comme tous nos hommes politiques, il aurait empoché l'argent et il serait parti ailleurs ou en Afrique comme il était auparavant. Il n'aurait pas construit cet édifice important, ce laboratoire, cet institut de recherche. Il aurait gardé l'argent, ou du moins une partie. Non, mais il vit modestement, il a une voiture moyenne, une petite voiture japonaise, et il vit surtout pour soigner les gens, étudier les épidémies et les virologies. C'est un très grand bonhomme, mais malheureusement en France, tous ceux qui ont de grandes idées, qui sont des grands personnages, on les abat. N'oubliez pas que, par exemple, c'est la France qui a inventé la dictée vocale, qui maintenant est quelque chose de très courant. Avec vos téléphones, vous dites quelque chose, vous pouvez dicter même un courrier, un message sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Eh bien, la dictée vocale avait été inventée par une jeune Française qui travaillait chez IBM. Quand elle a trouvé cela, elle est allée voir, c'était dans les années 70, le directeur d'IBM, qui lui dit, voilà, monsieur, j'ai trouvé quelque chose, je pense que ça pourrait vous intéresser. Elle a fait une démonstration, le directeur lui a dit, écoutez, retournez à votre bureau, tout ce que vous avez trouvé, c'est pour amuser les gamins, ça ne sert à rien.
Elle rentra dans son bureau très déçue, très dépitée, très attristée d'une telle réponse. Et quelques jours après, elle contacta par courrier et par téléphone IBM aux États-Unis. Les États-Unis étaient très surpris. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-nous un peu. Malgré les explications qu'elle donna, ça ne leur suffit pas. Ils lui disent, mademoiselle, venez aux États-Unis. Elle a dit, mais j'ai des enfants, je ne peux pas venir comme ça, lâcher tout, j'ai un travail, j'ai un salaire, je ne peux pas tout lâcher. Nous vous donnons une maison, une voiture et une domestique, et un salaire qui équivalait à l'époque à 20 ou 30 000 euros. Elle n'a pas hésité, elle est partie, et évidemment la dictée vocale est tombée maintenant dans le domaine commun. C'est quelque chose d'habituel qui ne nous surprend plus, mais l'invention a été reprise par les Américains. Enfin, autre grande invention, celle de l'aérotrain de l'ingénieur Bertin, qui permettait à l'époque où les locomotives ne dépassaient pas les 110 km/h, 110 km/h, dans les années 70 également, de faire un train qui était capable d'atteindre les 200 km/h. Eh bien, un plan avait été établi pour faire une couverture nationale, desservir les aéroports avec ce moyen de transport ultra rapide et dont l'infrastructure, car il s'agit uniquement d'un rail en ciment sur des plots, ne coûtait pas cher. Eh bien, Giscard d'Estaing a refusé cette invention géniale et a préféré donner le contrat de construction de l'infrastructure à Alstom et à la SNCF. Donc on s'est retrouvé avec un TGV qui est loin d'avoir les performances du turbotrain. Savez-vous qu'aujourd'hui, ce sont les Chinois et les Japonais qui ont repris ce projet? Au Japon, il y a une ligne qui existe depuis presque 15 ans qui relie deux grandes villes à 300 km/h. 300 km/h. Ils ont changé un peu le principe. Au lieu d'avoir un coussin d'air, comme c'était le cas de l'ingénieur Bertin, ils ont mis un coussin magnétique. Et maintenant, il y a un jeune Chinois qui a fait un laboratoire et il travaille sur un projet pour avoir un train qui pourra atteindre les 1000 km/h. Tout ça, ce sont des idées qui ont été bradées, données même, jetées par la France aux pays étrangers qui, eux, ont su en tirer profit. Eh bien, je tire mon chapeau à tous ces grands personnages, l'ingénieur Bertin, qui est mort de chagrin, voyant que son projet était complètement négligé et bafoué. Cette jeune fille qui avait inventé la dictée vocale et qui maintenant est une retraitée bien heureuse aux États-Unis avec un bon pécule. Et à ces ingénieurs de l'air liquide qui veulent absolument développer la voiture à l'hydrogène, qui elle est l'avenir, puisque recharger une voiture à l'hydrogène, ça prend pas plus de temps que de recharger une voiture en carburant diesel ou essence. Non, on ne veut pas aller dans le bon sens. On va toujours dans le mauvais sens. Mais à qui la faute? À nos politiques, car les politiques ont le devoir de guider le peuple, de le diriger dans la bonne direction, et non pas de l'emmener dans le gouffre dans lequel ils vont sombrer. C'est le cas des moutons. Nous avons un berger, et ce berger est le pire des bergers, car je l'appellerai Satan. Sur ce, profitez du soleil, gardez vos masques quand même, et n'écoutez pas tout ce que l'on vous raconte, car il y a vraiment, vraiment beaucoup de bêtises, et je vous le répète, l'épidémie est terminée. Gardez quand même les moyens de protection normale, de bien vous laver les mains quand vous rentrez chez vous, de retirer vos chaussures et de porter un masque à l'extérieur car il peut y avoir encore quelques porteurs. Hier, j'ai vu une affiche dans un lieu public où on marquait le pourcentage de contamination en fonction du masque ou pas de masque. Je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo. Et avant, on a osé nous dire le masque, mais ça ne sert à rien, c'est ridicule, vous pouvez sortir sans masque.
voyez-vous, l'incompétence ou la négligence ou je ne sais pas quoi encore. C'était Madame Buzyn qui encore aujourd'hui va faire campagne pour être maire de Paris. Eh bien, la question que les électeurs devraient lui poser, c'est Madame Buzyn, qu'avez-vous fait des masques? Pourquoi avez-vous osé dire que ce n'était pas utile tous ces masques, alors que maintenant partout on nous dit il faut un masque, mettez un masque. Ce sont des assassins, des criminels qui agissent pour leur propre intérêt, pour l'argent, toujours l'argent. Buzyn, il ne faut pas oublier que c'est le mari de M. Lévy, lequel a travaillé au laboratoire P4 de Wuhan. Et que là encore, la France a commis une grave erreur. C'était sous M. Hollande qui a vendu cette technologie de recherche bactériologique. En fait, c'était une recherche pour faire une guerre bactériologique. Comment peut-on vendre des choses aussi sensibles, aussi délicates à un pays étranger? On garde ça pour soi. Dans le contrat, il était prévu que c'était la France qui devait construire le laboratoire. Mais une fois les ingénieurs arrivés sur place, les Chinois leur ont dit « vous pouvez partir, on a les plans, on a tout ce qu'il faut, on va le faire nous-mêmes ». Et la France n'a pas réagi. La France a dit « bah tant pis, c'est comme ça ». Vraiment, on est un pays de... Enfin, pas les Français, mais nos dirigeants, c'est un pays de... Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous embrasse tous, à bientôt et bonne journée.